France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, la 25e édition du Printemps des Poètes débute demain sur le thème des frontières. Mention spéciale du prix Vepler il y a 2 ans. Avec un premier roman, La Semaine perpétuelle, l'écrivaine Laura Vasquez revient avec un nouveau récit, un récit poétique intitulé Le livre du large et du long, publié aux éditions du Sous-sol. Une épopée versifiée où sa narratrice part à la conquête d'un monde, une quête de sens qui la fait transiter par une multitude d'états entre calme et tempêtes intérieures. Ce soir, elle sera à la Maison de la Poésie à Paris, mais pour l'heure, Laura Vasquez est l'invitée de Bienvenue au Club. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Anouk Delfino avec Laura Dutèche-Pérez à la coordination. Réalisation Félicie Faugère avec Ruben Carmizine à la technique. Et bonjour à vous Laura Vasquez. Bonjour. Il y a 2 Laura maintenant dans ce studio, c'est bien, c'est une journée qui commence bien. En librairie, en festival, dans les salons, on note un intérêt marqué des lecteurs pour ce genre, la poésie. Est-ce qu'il y a selon vous un nouveau souffle poétique? Si oui, d'où vient-il? Je ne sais pas, ce serait difficile à dire pour moi puisque je suis complètement dedans depuis des années. J'écris de la poésie et j'ai fait des livres de poésie, donc j'ai l'impression qu'elle est très présente et qu'elle prend beaucoup de formes. Mais peut-être que ces dernières années, ça s'est encore intensifié. Peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux et aux formes brèves qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram. J'imagine que ça a donné quelque chose, enfin une nouvelle forme de vitalité à la poésie et aussi un autre angle d'approche pour aller vers le livre ou vers des lectures ou vers des festivals de poésie. Une nouvelle vitalité, peut-être une manière aussi de décomplexer par rapport à ce genre qui peut parfois impressionner. Alors vous, ça a l'air d'être plus simple puisque effectivement vous en écrivez depuis longtemps et qui dit écrire dit peut-être aussi lire. Vous êtes tombée dans le chaudron de la poésie comment? Comme lectrice d'abord? Alors quand j'étais enfant, j'étais de nature assez mystique. Et j'ai commencé par écrire des prières et par lire des prières et par inventer et imaginer des prières. Et c'était des formes de poésie, les premières. Et par la suite, un peu comme tout le monde, j'ai étudié la poésie des classiques à l'école. Et plus tard, vers l'âge de 20 ans, j'ai tapé poésie contemporaine sur Google. Et qu'est-ce que Google vous a répondu? Alors Google m'a répondu qu'il existe des gens vivants qui écrivent de la poésie, qui font de la poésie, qui font des lectures. Donc j'ai découvert des vidéos, j'ai découvert des extraits de textes, beaucoup de revues aussi de poésie. J'ai découvert l'existence de festivals, d'un centre de poésie à Marseille. Et c'est pour ça que je me suis installée à Marseille d'ailleurs, pour passer du temps dans ce centre de poésie. Et alors, à ce moment-là, j'ai découvert la poésie d'aujourd'hui, disons, la poésie vivante. Et j'en ai fait. Oui, c'est intéressant parce que justement dans votre pratique à vous, Laura Vasquez, à la fois d'écriture, il y a aussi toute l'envie de mettre en partage cette forme, cet aspect, cette dimension de la transmission qui est essentielle pour vous à travers des lectures, à travers des masterclass, à travers les rencontres que vous pouvez faire autour de vos textes ou ceux des autres. Alors je reviens juste quand même à cette distinction entre les vivants et les morts et cette question qui peut paraître peut-être un peu superficielle, mais qui est quand même pourquoi faire de la poésie aujourd'hui? Ou autrement dit, qu'est-ce qu'être poète aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, selon vous, ou à vos yeux, une nouvelle dimension dans cette vocation? Non, absolument pas. Je pense que faire de la poésie aujourd'hui, c'est comme en faire il y a
des millénaires. C'est la même chose, c'est le même sentiment en fait. C'est aussi sans doute un même sentiment de vocation qui arrive très jeune et qu'on porte en soi et c'est une sorte de mouvement, de recherche qui nous tire de soi, qui nous mène presque hors de nous-mêmes. Et ça passe par l'intuition et par la recherche d'une justesse et d'une forme de vibration. Et je pense que ça, c'est complètement universel. Donc, il n'y a pas de forme spéciale d'être poète, une manière spéciale d'être poète aujourd'hui. C'est pas différent. Vos yeux, à vous, ils regardent où? À l'extérieur ou à l'intérieur? Quand j'écris, mes yeux, c'est pas mes yeux, en fait. C'est pas les yeux de la vie quotidienne. C'est pas la personne habituelle. C'est pas la personne limitée habituelle. C'est autre chose. C'est pas la même voix. C'est pas le même rythme. C'est pas le même corps. C'est pas. Je vois pas les choses avec mes yeux, avec mes goûts, avec mes jugements, avec mes avis. C'est autre chose de plus grand et de plus total et sans barrière et sans limite. Alors, ce que je vois au moment où j'écris, c'est plutôt quelque chose que je sens et qui vient d'une partie de moi qui n'est plus moi, qui est quelque chose de bien plus grand, qui me dépasse. Oui, il y a cette idée de se laisser hanter aussi, hanter par la voix d'autres que soi. En écrivant, vous parlez moins du regard que de cette idée de voix, et on le retrouve avec ce livre du large et du long, et cette narratrice qui est une voix au double sens du terme, à la fois celle qui s'exprime et celle qui cherche sa voix. C'est un voyage sensoriel tel que vous l'avez imaginé, c'est une quête de sens, et ça passe par les sens, justement aussi, peut-être par les 5 sens. C'est ainsi, en tout cas, que cette narratrice va nous emmener dans ce monde plein de chaos qu'elle va tenter d'organiser. Oui, c'est ça. Donc, dans ce livre, dans le livre du large et du long, il y a une voix qui porte 5 livres. C'est un livre qui est composé de 5 livres. Et 5 livres portés par une même voix, qui est celle de la narratrice. Et la narratrice explore le monde entier. Donc, des plus petites choses au plus large. Elle fait beaucoup de rencontres. Elle teste la vie tout le temps. Et c'est une écriture, comme vous dites, qui passe beaucoup, une voix qui passe beaucoup par les sensations. Et c'est une écriture qui n'est pas psychologique, c'est le contraire de l'écriture psychologique. Donc c'est une écriture physiologique, physique, métaphysique. Et donc elle explore, elle touche, elle tente de toucher. Et elle a un raisonnement qui va toujours tout droit. Donc c'est un peu le mouvement tragique, toujours tout droit. Elle avance en ligne droite. Et comme elle avance en ligne droite, elle se cogne. Elle se cogne à tout et elle trouve pas de réponse. Mais elle continue de chercher et elle continue à explorer le mystère. Et tout le long, c'est l'exploration du mystère, le mystère humain en fait, le miracle humain. Respirer, voir, digérer, rencontrer quelqu'un, être une personne, avoir une voix. Tout ça, c'est fascinant. C'est, quand on y pense, très miraculeux et très inexplicable. Et ce grand mystère, c'est tout le propos de ce livre, si on peut parler de propos, et c'est tout ce qui fascine cette narratrice. Et pourquoi elle endure ça? Pourquoi elle accepte de se cogner? Pourquoi elle ne contourne pas l'obstacle et elle garde ce cap de la ligne droite? Alors, j'aurais du mal quand même, je pense, à expliquer exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. Parce qu'elle le dit, tout est dans le livre et tout est dans le texte et tout est dans sa parole, mais je crois que ce qu'elle veut, c'est vivre, c'est sentir la vie de toutes les manières et pas passer à côté de toutes les sensations de la vie, même les plus douloureuses, même les plus intenses, et surtout les plus intenses et les plus simples. Et comment font les gens pour ne pas se poser de questions et pour ne pas chercher
à comprendre ou à vivre ses intensités. C'est un peu ça, sa pensée à elle. Votre musique à vous, on va l'entendre, on va l'écouter, si vous le voulez bien, à travers un extrait, une lecture de ce livre du large et du long, paru aux éditions du Sous-sol, et qui est de vous, Laura Vasquez. Cette musique si importante pour vous, ce mot qui sonne, ces phrases aussi, ce rythme que vous recherchez en écrivant. Errant, parlant, noyant, tordant, perdant, nageant, j'ai reculé, frappé, flotté, je jure sa mère c'est mort, je charbonnais ma gueule et je vous dis, j'ai mitonné mon père et mitonné ma mère, j'ai mitonné mes morts et mitonné mon propre corps. Ayant froid, ayant mal, faisant mal, vitement, lourdement ou forte, dure, sage, petite gaie tristesse. Loin, basse et compagnie, de côté droit. Vague spirale, m'étirant, ondulant, vissant, vissant, dans quoi vissant. Tant et si. J'inventais mes propres règles. Mes grosses, mes gros, je vous les donne et les voici. Il faut battre le fer tant qu'il est un phénomène. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans les mains des gens, ces bâtards. Celui qui répand des mensonges, au fond de lui misquine. À cheval donné, on ne regarde pas la folie des rétines. Il faut battre le fer tant que nos poings ne sont pas putrides. Il n'est pire ennemi que le cœur qui s'ignore. Celui qui répand le mensonge aura la sensation de sa tête moulue. Interdit à ta bouche de n'être qu'un conduit. N'imite pas ceux qui font le mal, mais imite le mal pour mieux dissimuler. Il faut battre le fer pour accomplir le mot battre, ainsi que le mot faire. Le livre du large et du long, Laura Vasquez, extrait, c'est un voyage, c'est une odyssée, c'est une épopée aussi, un long poème que vous avez conçu et que vous avez écrit. Sac et ressac, votre narratrice, on vient l'entendre, elle prend littéralement la vague, hein, aussi dans cet extrait que vous venez de lire. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de vague, ça correspond assez bien, surtout dans ce passage qui est le livre 3. Du livre du large et du long, qui est peut-être le livre le plus rythmé et le plus musical. C'est une partie qui est composée de verbes. Il y a beaucoup de verbes. D'ailleurs, la narratrice, à un moment, dit qu'elle ne veut pas être un nom, elle veut être un verbe. Et donc, elle avance, elle bouge. Et l'écriture, enfin la voix, la parole de cette narratrice vient par le mouvement même des phrases. Et par le rythme. Et c'est comme si les mots précédents dictaient le suivant à chaque fois. Et ça avance de cette manière. Bon, c'est pas écrit d'une traite. Il y a un très très grand retravail. Enfin, ce qui me prend le plus de temps dans l'écriture de mes livres, c'est la relecture, le retravail, la correction, qui est très longue. Mais en tout cas, cette espèce de grande énergie, de grand élan et de grande vivacité, je la ressens surtout au premier moment de l'écriture, le premier jet, disons.
Et en écrivant, vous pensez au silence, hein. Comment on écrit les silences? En laissant respirer aussi le texte dans la page. Vous y pensez pour le lecteur, vous y pensez pour votre narratrice. Vous pensez qu'en ce moment, Laura Vasquez, aussi, on parle trop, que c'est peut-être un des mots de l'époque. On parle pour ne rien dire, on parle sans s'entendre, et qu'il faut aussi réapprendre à mettre des silences. Oh, je ne sais pas si je pourrais juger de ça, mais disons que par rapport à la parole courante, enfin l'écriture, c'est quelque chose de... On baigne dans un grand espace de langue, de langage qui est notre logosphère, qui nous est donné comme ça dès la naissance, donc qui sont toute la langue familiale, sociale qui nous entoure. Et tout ça vit en nous de manière très très profonde, et même vit avant nous. Et parfois, quand on écrit, on peut partir d'éléments qui paraissent figés ou qui paraissent morts, ou qui viennent justement... peut-être correspondre à ce que vous dites là, du fait de parler trop. Et dans le livre du large et du long, à un moment, justement, dans la partie que je viens de dire, il y a des dictons, des maximes, qui sont plutôt des formes figées et des formes un peu vides, usées. Et la narratrice part de ce rythme des dictons pour aller vers autre chose, pour créer de nouveaux raisonnements à l'intérieur du mouvement de raisonnement qui existe dans la vie quotidienne. Mais la poésie est une expérience du réel, hein, pour vous. Vous écrivez comme votre narratrice vit et pense, hein, peut-être aussi pour aller au bout, pour aller au fond des choses, pour tenter d'organiser ce fameux chaos. On peut aussi revenir sur cette idée de menace à partir de laquelle vous avez écrit un texte en 2015. Menace tout le monde. Avec tes jambes, avec ton œil, menace tout le monde. Quand tu tournes tes yeux dans ta tête et que ta tête ressemble à une personne seule, il faut menacer tout le monde. Alors, menace, menace. Avant de se montrer menaçant, qu'est-ce qui nous menace à vos yeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous menace collectivement? Alors ça, menace, c'est un très très vieux texte que j'ai écrit il y a assez longtemps. À cette époque-là, j'écrivais des textes relativement brefs et je me filmais en train de les lire et je postais ça sur Internet. Et ce texte-là, il a été vu. Enfin, la vidéo a été vue par une éditrice qui s'appelle Marie-Laure Dagua et elle m'a demandé de lui envoyer le texte. Et c'était mes premières publications, des publications assez courtes sous forme de plaquettes. Et qu'est-ce qui nous menace aujourd'hui? Ce qui nous menace aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'impression de pouvoir dire... je vais donner juste mon avis, hein, c'est un avis du moment, quoi, comme ça. Je dirais que ce qui nous menace beaucoup, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, c'est le manque d'attention... aux autres, à nous-mêmes, à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent, à ce qu'on est, à ce qu'on a à faire. C'est aussi peut-être le manque de compassion envers tous les êtres, hein. Je ne parle pas seulement des êtres humains, là. C'est peut-être ça qui nous menace, mais... Et peut-être une forme de solitude. Vous exploriez aussi ce sentiment dans votre premier roman, La Semaine perpétuelle. Je le rappelais tout à l'heure, récompensé de la mention spéciale du prix Vepler, le numérique, ou nos hyper-connexions qui infusent ce roman autour ou à travers la figure aussi de Salim qui ne sort plus de chez lui, qui vit à travers son écran et la poésie qu'il écrit. C'est un peu à double tranchant parce qu'à la fois ce monde virtuel, vous le disiez, nous rattache peut-être à de nouvelles formes d'écriture. Il peut être une source d'inspiration, et notamment pour vous, Laura Vasquez. Et en même temps, il peut créer de l'indifférence, il peut perdre, il peut isoler à travers ce système d'arborescence permanente qu'il crée. C'est là encore une quête, un voyage, une odyssée dans ce monde virtuel qui ne peut mener à rien, comme elle peut mener à tout aujourd'hui, hein. Oui, c'est vrai. Dans La Semaine perpétuelle, donc, le personnage principal, Salim,
et ce qu'on appelle un hikikomori, c'est-à-dire une personne qui a décidé, ou qui n'a peut-être pas décidé, mais qui ne sort plus de chez elle. Il ne sort plus de chez lui depuis des années parce qu'il a peur du monde extérieur et à la fois il est en contact permanent avec le monde extérieur, donc à travers son ordinateur et j'imagine son téléphone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se pose une question, il suffit de taper cette question sur Internet et puis on obtient parfois des milliers et des milliers de réponses. Là où il n'y a pas si longtemps, quand on avait une question, on pouvait la poser autour de nous et puis on n'avait pas toujours de réponse. Mais qu'est-ce que ça change ? Ça change rien. Ça change rien au mystère d'être là, d'être une personne, d'être entouré de matière, d'objets, d'être composé soi-même de matière, d'atomes. Ça change rien en fait. Toutes ces réponses qu'on peut trouver en ligne. C'était un peu dans la semaine perpétuelle, le mystère s'étendait de cette manière. Et là, dans le livre Du large et du long, c'est un peu différent puisque la narratrice, elle traverse le mystère en ligne droite. Mais c'est toujours le mystère. S'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'écriture. Enfin, c'est pas la peine d'écrire d'ailleurs. Il y a d'autres choses à faire. Donc, c'est toujours le mystère. Une exploration du mystère, une aventure. 12h23 sur France Culture, avec notre invitée Laura Vasquez. France Culture, bienvenue au club. Olivia Gesbert. Ce n'est pas votre première incursion, immersion dans ce genre, hein, le livre du large et du long, Laura Vasquez. La main de la main en 2014, oui, 2 ans après, sans oublier cette anthologie, vous êtes de moins en moins réel l'an dernier. Écrire, surtout de la poésie, est, on l'imagine, toujours un exercice sous contrainte. Où est-ce que vous placez le principe de liberté auquel vous semblez aspirer, en tout cas dans votre écriture ? À quoi ça tient ? Disons que la liberté, au moment de l'écriture, ce serait le fait d'être débarrassé de soi. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui n'arrive pas du tout toujours, mais il y a parfois un moment où la personne disparaît. Et il y a quelque chose de plus grand qui dépasse la personne. Et c'est quelque chose qui est très libre, c'est vrai, très grand, qui se fait tout seul. Et quand on écrit un livre et qu'on passe par exemple quelques années à l'écrire, comme ça a été le cas pour ce dernier livre, on se rend compte que le livre était là depuis le début. Depuis les toutes premières lignes, les tout premiers mots, les toutes premières idées, les toutes premières mini-capsules, graines. Et il était là, mais il fallait néanmoins l'inventer. Il fallait trouver les mots pour le dire. En tout cas, il fallait le formaliser. Laura Vasquez, est-ce que vous accepteriez de discuter juste un instant avec Virginia Woolf sur la valeur des mots, la valeur des mots nouveaux notamment ? Oui ? Oh oui. On peut essayer ? Oui. 1937, c'est 4 ans avant sa mort, 10 ans après la sortie de Mrs. Dalloway, d'une chambre à soie ou encore d'Orlando. On écoute la voix de Virginia Woolf. In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays, it's easy enough to invent new words. They spring to the lips whenever we see a new sight or feel a new sensation. But we cannot use them because the English language is old. Littéralement, Virginia Woolf nous dit, dans cet extrait de 1937, qu'autrefois, quand l'anglais était une nouvelle langue, les écrivains pouvaient inventer des mots nouveaux et les utiliser. De nos jours, dit-elle, il est assez difficile d'inventer de nouveaux mots car ils jaillissent aux lèvres chaque fois que nous voyons une nouvelle chose ou une nouvelle sensation. Mais nous ne pouvons pas les utiliser car la langue anglaise est ancienne. Et vous savez pourquoi ? You cannot use a brand new word in an old language because of the very obvious, yet always mysterious fact that a word is not a single and separate entity, it is part of other words. Indeed, it is not a word until it is part of a sentence. Words belong to each other, although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas.
Vous ne pouvez pas utiliser un tout nouveau mot dans une ancienne langue à cause du fait très évident mais toujours mystérieux qu'un mot n'est pas une entité unique et séparée, mais une partie d'autres mots, nous dit à l'instant Virginia Woolf, sa voix, Laura Vasquez, et vous nous disiez tout à l'heure que les mots, vos mots, dictent souvent les suivants. C'est un peu ce que dit l'écrivaine dans cet extrait. Le mot n'est pas un mot tant qu'il ne fait pas partie d'une phrase. Vous êtes d'accord avec ça ? Oh bah d'abord, c'est très émouvant d'entendre cette voix comme ça. Écoutez, je pense que quand on écrit, on cherche à trouver les mots, on cherche à trouver des mots actifs, très vivants, presque menaçants, qui rebondissent, qui bouillonnent. Qui sont en train de bouillonner. Et on a presque envie de leur dire ne soyez pas morts, surtout, ne soyez pas morts. Ils sont le contraire de la mort. Oui, mais jusqu'où peut-on juste inventer des mots nouveaux sans abîmer la langue ? Alors, en la réveillant. Alors, on n'abîme pas la langue. Je ne pense pas qu'on ait le pouvoir d'abîmer la langue. Mais disons que... dans la poésie, il y a toujours un très léger décalage entre les mots ordinaires, leur signification ordinaire et la manière dont ils vibrent dans la phrase. Et c'est ce très léger décalage, cette très légère vibration qu'on ressent qui correspond à, peut-être, je crois, à ce qu'est la poésie. Et après, pour ce qui est des nouveaux mots, alors, dans le livre du large et du long, il y a pas mal de mots d'aujourd'hui, disons, d'expressions d'aujourd'hui, mais qui sont très fermes, très vives, très vivantes. Par exemple, la narratrice répète assez souvent « t'as capté ». Moi, je trouve ça génial, « t'as capté », parce que ça fait « t'kpum » et « t'as capté ». Et elle dit aussi « sa mère c'est mort »,« mes gros, mes grosses ». Et tout ça, toutes ces espèces ces sortes de tics de langage qu'elle a, c'est de la vie, c'est la vie dans ses phrases à elle. Merci beaucoup à vous, Laura Vasquez. Vous êtes actuellement pensionnaire aussi de la Villa Médicis à Rome, où après le roman et la poésie, vous vous attelez à l'écriture de votre première pièce de théâtre, de votre première tragédie, un genre que vous allez désormais explorer. Merci à vous d'avoir été avec nous. Le livre du large et du long vient de paraître aux éditions du Sous-Sol et je rappelle que vous serez ce soir à la Maison de la Poésie à Paris. Merci.